Alors, Marjolaine Ménimifère, vous êtes rapporteur de ce fameux rapport qui a regardé, radiographié les filières énergies renouvelables, tant sous l'aspect économique que sous l'aspect acceptabilité, qui a quelquefois tout de même été présenté un petit peu comme une attaque à charge sur certaines des filières. Pas de langue de bois au colloque du CER, un peu attaque à charge contre l'éolien. Alors, dites-nous un petit peu quel était l'objectif de ce rapport. Quelle a été la méthode, qui a été auditionné et quelles sont les recommandations? D'abord et avant tout, merci pour votre accueil. Vous nous avez demandé tout à l'heure d'éteindre nos téléphones et moi j'arrive avec mon chargeur de téléphone. Parce qu'en y réfléchissant, ce qui symbolise pour moi le mieux la relation qu'entretiennent les Français quotidiennement avec l'énergie, c'est celui-là, un cordon de charge. Notre compréhension de l'énergie se résume souvent à ce geste qui consiste à brancher l'objet que nous voulons utiliser dans une prise. Et ça ne va pas plus loin. Le fait qu'il ressemble un petit peu à un cordon ombilical n'est pas pour me déplaire, parce que je pense qu'il souligne aussi assez bien la relation de dépendance dans laquelle nous sommes tous sans nous en rendre compte. Il n'existe en effet plus aucune activité humaine qui ne soit pas suspendue à ce fil invisible. Une dépendance énergétique qui ne devient invisible que lorsque le fil se tend. C'est ce qui s'est produit fin 2018 avec ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes. Des milliers de Français ont senti ce lien se resserrer autour de leur cou jusqu'à l'étranglement. Ce que certains ont découvert à cette occasion, 8 millions de Français en situation de précarité énergétique le ressentent quotidiennement. Le grand public, qu'il revestisse un gilet jaune ou qu'il marche pour le climat, a parfaitement compris que l'énergie, qui était un sujet évident, ne l'est plus. Nous sommes, comme vous le dites si bien maintenant, tous concernés. Et ça, c'est une révolution. Parce que jusqu'à présent, l'énergie, personne n'y pensait. Nous avions confié à quelques-uns, experts dans leur domaine, la responsabilité immense d'y penser pour tous les autres. Et ils faisaient d'ailleurs plutôt bien les choses, mais le fil s'est tendu, et ce temps de l'entre-soi des experts est révolu. Il existe, sans que nous en ayons pleinement conscience sans doute, un contrat social énergétique qui lie la nation et les citoyens. Une sorte de promesse faite historiquement qu'il nous faut coûte que coûte tenir si on veut conserver la cohésion de la nation. La promesse d'une énergie sûre, disponible, de qualité, accessible à tous. Et aujourd'hui, les citoyens comprennent que ce contrat est remis en question par la lutte contre le changement climatique. Et ils ont raison. Nous ne sommes plus certains de la manière dont ce contrat peut être demain renouvelé. Quiconque prétend le contraire et dit qu'il n'a pas d'hésitation est soit prétentieux, soit il essaye de vous vendre quelque chose. Aujourd'hui, la feuille de route pour continuer à fournir une énergie aussi peu chère que l'énergie fossile, mais qui soit compatible avec les enjeux climatiques et environnementaux, est floue. Elle est floue notamment parce que les experts du sujet se disputent au-dessus de la tête des citoyens en des termes incompréhensibles et éminemment techniques, excluant ainsi, volontairement ou non, les citoyens du débat. Qui comprend qu'à la question « Combien faut-il d'éoliennes pour remplacer la centrale de Fessenheim ?», on puisse répondre à la fois 7000 et 900 et avoir raison dans les deux cas. Je vous arrête tout de suite parce que je sais que vous avez tous envie de sortir vos calculettes pour vérifier que c'est bien 7000 et 900. C'est pas mon sujet, parce que le problème est moins le nombre sur lequel on s'arrêtera que la réaction du citoyen qui assiste à ce débat et qui a le sentiment, très clairement, qu'on lui ment. Alors mon rapport, issu de la commission d'enquête sur les ENR, a d'abord pour objet de répondre à ce besoin si légitime de transparence de nos concitoyens. Alors il a été commandé, comme vous le savez, par Julien Aubert, qui présidait la commission et qui avait dans l'idée de mener une commission à charge contre les ENR, notamment éoliennes, ça ne nous aura pas échappé, en réponse, pour ne rien vous cacher, à une autre commission d'enquête sur le nucléaire, rapportée, elle, par Barbara Pompili, et dont il considérait qu'elle avait injustement accablé le nucléaire.
Alors toutefois, si le président d'une commission pose le thème et mène en grande partie les auditions, il revient au rapporteur, que j'étais donc, de d'écrire le rapport. Donc si on veut être tout à fait juste, on peut parler de la commission Aubert, mais il faudrait parler du rapport Meignier, et accessoirement, de préférence en bien. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous dire et de vous convaincre. En dépit du temps important passé sur le sujet, mon rapport ne prétend pas être exhaustif. Il essaye humblement de balayer l'ensemble du spectre et d'éclairer un peu nos angles morts. Sur bien des points, vos compétences dépassent évidemment encore largement les miennes. Toutefois, je suis pugnace, pour ceux qui le savent, à comprendre les sujets dans leur complexité, et j'espère que vous trouverez utile de regarder avec moi ces sujets sous un angle nouveau. Sinon, vous ne soyez patient, ça ne va durer pas plus de 10 minutes. Ma première conviction, suite à nos travaux, c'est qu'il faut revenir aux usages énergétiques. Une production d'énergie n'a de sens qu'en ce qu'elle répond à un usage. On dit que la fin justifie les moyens, c'est vrai, mais l'histoire montre qu'ensuite les moyens se justifient souvent eux-mêmes. Ainsi, gagner de l'argent est d'abord un moyen de faire des choses, puis parfois gagner de l'argent devient la finalité en soi. On veut d'abord le pouvoir pour faire quelque chose, puis parfois on veut le pouvoir pour le pouvoir. Alors prenons garde ensemble que nous ne produisions pas de l'énergie pour produire de l'énergie. Sachons toujours revenir aux usages. Cela nous permettra de favoriser les choix les plus efficaces. Soyons donc capables de penser la sobriété d'abord. Tout le monde est d'accord sur ce principe, pour dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On l'a tous entendu, on l'a même tous dit. Dans les faits, pourtant, c'est schizophrénique pour un producteur d'énergie de penser l'économie d'énergie avant la production. Et de fait, la plupart d'entre vous réfléchissent sûrement comment produire plus, mieux, moins cher, ce qui est un noble objectif en soi. Sauf quand le mieux consommé devient le moins consommé. Et dans ce cas-là, il faudra savoir lutter contre vos propres intérêts. Alors vous allez spontanément me dire, oui, bien sûr. Mais imaginez-vous dans la posture du marchand de chaussures qui devrait répondre « Non, je suis désolée, je ne vais pas vous vendre la 5e paire de baskets, ce que vous voulez, cet achat est inutile, et en plus, il n'est pas durable. » Pas si évident. Aujourd'hui, à ma connaissance, seuls les certificats d'économie d'énergie imposent un tel mécanisme et obligent à penser le moins d'énergie d'abord. Et on sait comme le modèle est compliqué. Pourtant, et pour cette raison exactement, je crois que c'est vraiment un mécanisme précieux. Il mérite une meilleure gouvernance et un meilleur traitement, probablement. Je sais que certains le contestent, le critiquent, mais je crois qu'il est dérangeant à bon escient. Et pour ce que la sobriété ne saura pas réduire, trouvons la meilleure réponse énergétique à chaque usage, sans a priori technologique. Ainsi, pour le chauffage, est-il totalement logique, selon vous, d'utiliser l'électricité? La plus polyvalente des énergies, sans doute, mais également la plus coûteuse énergétiquement à produire, alors qu'on doit la dégrader ensuite en chaleur. N'est-il pas plus logique d'utiliser pour cela les ENR thermiques, qui sont tout aussi décarbonés et qui ne nécessitent pas un tel effort énergétique et qui, par ailleurs, s'adapteront demain très bien aux problématiques de rafraîchissement? De la même façon, pourquoi ne pas favoriser pour les usages diurnes, les énergies solaires? Pour les demandes qui ne peuvent être pilotées, il est légitime d'utiliser des énergies qui, elles, sont pilotables. En revanche, pour des demandes énergétiques pilotables, utilisons plutôt les énergies qui ne le sont pas. Je m'explique. La même façon dont on a incité les Français à lancer leur machine à laver la nuit, ce qui n'est pas totalement un usage spontané, vous en conviendrez, sauf peut-être pour quelques insomniaques. Mais on pourrait demain inciter les Français à lancer leur machine quand il y a du vent. Et pour ceux qui pensent que c'est impossible, je me dois de préciser que ça se fait déjà. Aujourd'hui, certains territoires envoient un SMS à leurs habitants pour leur dire de freiner leurs usages inutiles ou au contraire de consommer sur certaines plages horaires prioritaires. Et puis ça marche. Les citoyens sont même heureux de contribuer activement à la transition avec cela.
Avec les smartphones, une prédictibilité améliorée des phénomènes météorologiques et avec les outils de programmation des objets énergivores dont on dispose, nous avons un potentiel d'association des usages et des modes de production absolument phénoménal, et pourtant aujourd'hui pratiquement inexploité. Comparer les technologies m'a permis de voir que chaque mode de production énergétique a des atouts et des contraintes. Et tous les usages ne sont pas sensibles aux mêmes aspects, aux mêmes atouts, aux mêmes contraintes. Aujourd'hui, la solution électrique est tellement universelle qu'elle nous empêche de penser tous les avantages de toutes les autres énergies. Alors, si je peux me lancer dans une comparaison hasardeuse, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, c'est le même mécanisme qui a poussé les agriculteurs à travers le monde à réduire les espèces qu'ils cultivent à du maïs, du blé et des pommes de terre. D'abord, ils ont cherché des végétaux résistants pour les terres difficiles à cultiver, puis parce que ça poussait partout, ils en ont planté partout, même là où d'autres choses auraient peut-être mieux poussé encore. Parfois, optimiser une solution jusqu'à la solution unique n'est pas rationnel. Autre chose importante, lors des auditions de la Commission, nous avons pu constater les tensions qui existent entre les différents acteurs de la transition. Une agression que certains qualifient de brutale parfois, et qui est ressentie et exprimée des deux côtés. Du côté des développeurs des projets, mais aussi du côté des citoyens et des élus. Alors j'aimerais vous inviter à rester ouverts, malgré les agressions dont vous faites parfois l'objet, et qui ne peuvent pas être faciles, je ne peux pas l'imaginer, quotidiennement pour vos équipes sur le terrain. Mais continuez, comme vous le faites, de penser les citoyens et les territoires comme des partenaires de la transition, et pas comme des obstacles à franchir. Pour le déploiement du photovoltaïque et des éoliennes, je crois qu'il est temps d'entendre le sentiment de saturation de certains territoires, tout comme la frustration d'autres territoires d'être oubliés. Et donc temps probablement de trouver des mécanismes d'incitation qui permettront une meilleure répartition des ENR en France. Ne perdons pas l'objectif de vue et appliquons-nous finalement une méthodologie réplicable. Notre priorité est de réduire puis de décarboner les besoins énergétiques liés au transport sans empêcher toute mobilité. De réduire puis de décarboner les besoins énergétiques liés au chauffage sans que les gens ne puissent plus se chauffer. De réduire puis de décarboner. Et si on s'accorde sur cet ordre de priorité, nos principales masses budgétaires et outils législatifs, réglementaires ou incitatifs devraient à terme suivre et même renforcer ces logiques. Assurons-nous qu'ils soient bien en cohérence avec nos volontés. Il m'est apparu aussi, à l'étude des coûts de l'énergie, une incongruité dont je voudrais vous faire part. De tout ce que j'ai pu entendre, quelle que soit la méthode de production, les coûts de production semblent osciller entre 60 à 80 euros du mégawattheure pour l'électricité. Pourquoi, si c'est le cas, continue-t-on à envoyer le signal prix aux Français via les tarifs régulés de vente que l'électricité vaudrait 42 euros? Selon toute logique, ce sont les taxes qui viennent du coup compenser l'écart entre les 42 euros du prix d'achat et les 60 à 80 euros du prix de vente. Pourquoi assumer la responsabilité des taxes contre lesquelles les Français se mobilisent, il faut le rappeler, alors que visiblement l'électricité est simplement plus chère qu'on le dit? Ça semble d'ailleurs confirmé par une étude européenne qui souligne qu'en comparant le prix de l'électricité plus taxes dans différents pays européens, la France est dans la moyenne des prix européens, ni plus ni moins. Pourquoi alors continuer à dire que notre électricité est la moins chère d'Europe? Personnellement, c'est un point que je ne sais pas m'expliquer, d'autant que mécaniquement, moins l'électricité apparaît chère, plus il est difficile de convaincre les Français d'en consommer moins et de trouver un modèle de retour sur investissement pour les économies d'énergie. Si vous avez un avis là-dessus tout à l'heure, à la pause, je serai preneuse de vos éclairages. Mon rapport clarifie par ailleurs un point important, et je sais qu'il a fait débat, et qu'ici vous en avez sans doute parlé. La transformation du mix électrique n'a pas à proprement parler d'effet sur le climat. Le nucléaire, contrairement à ce que 69% des Français semblent penser, ne contribue pas au réchauffement climatique. Je crois qu'il faut que ce soit très clairement dit.
et régulièrement répétée. Sans quoi, on nous accusera tous à terme d'avoir menti, alors même que nous n'avons jamais dit cela. Mais le flou est là, et je crois qu'il est important de le lever. Parce que la transparence et la confiance, je pense, est essentielle dans nos sujets. Si on cherche à déployer les énergies renouvelables, c'est parce qu'il convient de penser la suite à donner lorsque le parc nucléaire existant arrivera en fin de vie. Et s'il n'y avait pas eu de déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire, s'il n'y avait pas eu Tchernobyl ou Fukushima, personne ici, je pense, ne s'interrogerait sur les énergies renouvelables. En France, on s'interrogerait uniquement sur la manière de développer du nouveau nucléaire à moindre coût. Les ENR ne seraient pas un sujet, je ne crois pas. On ne se poserait pas la question de la transformation du mix électrique décarboné français. On focaliserait notre énergie sur la décarbonation des secteurs qui génèrent du CO2, les transports et le chauffage en premier lieu. On ne chercherait pas à remplacer du nucléaire qui ne génère pas de carbone et qui, au contraire, vient plutôt remplacer d'autres énergies carbonées. Mais le fait est qu'il y a eu Tchernobyl et Fukushima, qu'il y a des déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire. Et le fait est qu'un peu plus de la moitié des Français disent aujourd'hui ne plus vouloir de nouvelles installations nucléaires à l'avenir. C'est pour cela qu'on doit penser des alternatives énergétiques au nucléaire. On doit aussi être économiquement pragmatique. Certains disent aujourd'hui que les Français ne comprennent rien aux problématiques énergétiques, que le CO2 est un déchet plus dangereux que les déchets nucléaires, et que l'accident de Fukushima n'est pas si grave au regard du changement climatique. Et quitte à vous surprendre, ce sont des arguments que je peux entendre. L'humanité survit aux déchets nucléaires jusqu'à présent. L'humanité a survécu dans l'ensemble à Fukushima. Et il n'est pas garanti, si on en croit les scénarios les plus angoissants des scientifiques du GIEC notamment, que l'humanité survive très longtemps au réchauffement climatique. Choisir notre transition énergétique dans le cadre de l'enjeu climatique, c'est donc tout simplement poser cette équation compliquée dans un temps limité et avec des ressources financières contraintes. Quel est le meilleur scénario de décarbonation de l'ensemble des énergies consommées en France et au-delà? Parmi ces scénarios, certains scientifiques misent encore sur le nucléaire, d'autres misent désormais sur les ENR. Le fait est qu'aujourd'hui, on se trouve dans un entre-deux inconfortable. Les ENR sont très prometteuses, leurs coûts ne cessent de baisser, leur technologie ne cesse de s'améliorer, mais elles sont encore une terre inconnue en partie, on ne les connaît pas bien. Elles soulèvent encore des questions dans le cadre d'un scénario 100%, notamment sur le volet du stockage, et évidemment de l'occupation du foncier. Tandis que le nucléaire, à l'inverse, est un chemin connu qui nous a rendu des services, certains par le passé, et qui peut-être, nous dit-il, demain saura solutionner les deux problématiques, qui ne sont pas des problématiques mineures et que je viens d'évoquer. Les scientifiques travaillent aujourd'hui sur ces deux volets, même si budgétairement parlant, ils semblent travailler quand même davantage à réfléchir des solutions nucléaires qu'à réfléchir des solutions ENR, il faut se le dire. Malgré tout, il n'est pas exclu qu'ils finissent par trouver ce qu'ils cherchent, soit pour le nucléaire, soit pour les ENR. Alors toutefois, diront certains, tout euro dépensé à un scénario énergétique alternatif est gâché pour les sujets urgents de la décarbonation. Oui, sauf que pour le moment, les deux modèles peuvent coexister sans se nuire, et ils se renforcent même probablement. Le nucléaire permet d'apporter une base décarbonée continue qui ferait sans doute défaut aux énergies renouvelables dans un premier temps, et les ENR permettent de rapprocher les citoyens et les élus locaux de l'énergie d'une manière tout à fait nouvelle. À cette occasion, ils s'emparent du sujet qui était réservé à une poignée d'experts. Ils les apprivoisent et se mettent à parler de maîtrise de l'énergie, modifient leurs usages, reprennent confiance dans le contrat social énergétique et deviennent même des partenaires actifs de la transition, parce qu'ils la comprennent mieux, ils ne la subissent plus, ils n'en sont plus exclus, ils en deviennent les acteurs enthousiastes. Moi, personnellement, ça me rappelle un autre sujet. Lorsque les producteurs se sont mis au bio, ils n'ont pas fait fermer brutalement boutique aux exploitations installées. Quand les citoyens créent des jardins partagés, ils ne mettent ni les professionnels du bio ni les agriculteurs traditionnels en danger. En revanche, ces citoyens-là connaissent les fruits et légumes de saison.
ils reconnaissent le travail de l'agriculteur et sont prêts à en payer le juste prix. Et de manière tout à fait imprévue, ils mangent différemment. Et ils font preuve d'un plus grand respect pour les espaces naturels, bien au-delà de leur petit jardin potager. En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Pour le moment, on ne sait pas faire sans nucléaire. Et pour le moment, on n'a pas trouvé mieux que les ENR pour engager les territoires dans la transition énergétique. Alors, le premier des grands enseignements que j'ai tirés de ces longs mois de travail et que je voudrais que vous gardiez avec vous, c'est qu'au moins pour le moment et pour quelques années, sûrement encore, il y a de la place pour toutes les énergies décarbonées, toutes sans exception. Car pour remplacer toutes les énergies carbonées par des énergies décarbonées, nous aurons besoin de tous les modes de production, de toutes les intelligences, de tous les experts énergétiques que vous êtes. De même, je voudrais que vous gardiez avec vous cette certitude que si on échoue sur la transition écologique, on perdra tous ensemble. Il n'y aura aucun gagnant dans un monde à plus de degrés. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de coopérer et d'être d'une rigueur intellectuelle extrême. Toute mauvaise foi, toute vérité partielle, tout arrangement, si mineur soit-il, avec la science, contribue à la défiance des Français et à fracturer le pays. Et j'inclus naturellement les acteurs politiques dans cette mise en garde. Jusqu'à présent, l'écologie était un thème porté à la marge. Aujourd'hui, toutes les familles politiques comprennent peu à peu que leurs électeurs ne les jugeront bientôt plus qu'à cette aune-là et qu'elles doivent se saisir du sujet et se forger un avis. Il n'y aura donc pas longtemps à attendre pour que chaque famille politique génère sa propre doctrine environnementale, sa propre transition. Et si on est lucide, il faut même dire que le phénomène a déjà commencé. Combien de temps avant que tel parti se revendique anti-nucléaire, pendant que tel autre se revendiquera anti-éolien? Et quoi, on changera de politique énergétique tous les 5 ou 10 ans au rythme des élections? On écrira la programmation pluriannuelle de l'énergie ou la stratégie nationale bas carbone à l'applaudimètre? Ça ne doit pas se produire. Il n'y a pas de place pour la partisanerie dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pas plus qu'il n'y a de place pour des biais technologiques dans la décarbonation. De ce point de vue-là, je peux vous dire avec sincérité, d'autant plus qu'elle est partie depuis longtemps, donc personne ne pourra m'accuser de failloter, l'extraordinaire travail de rigueur scientifique qui est celui d'Elisabeth Borne au quotidien. Nous pouvons vraiment tous compter sur elle pour être d'une honnêteté et d'une rigueur intellectuelle extrême. Je crois vraiment que le Haut Conseil pour le climat et tous les scientifiques de France ne pouvaient rêver meilleurs alliés dans les sujets de transition. Il n'empêche, même si la tête politique pense bien, qu'il faudra continuer d'ouvrir le débat. Il faut œuvrer à un consensus, à une feuille de route partagée par les acteurs nationaux et locaux, publics, privés, et avant tout, par les citoyens. Sans quoi, au fur et à mesure que les effets du réchauffement climatique se feront sentir, une révolte sans précédent éclatera, qui fera de la crise des Gilets jaunes un simple soubresaut. Il est temps encore de créer de la cohésion autour de la transition énergétique, autour de la lutte contre le changement climatique. Et il est absolument indispensable de le faire. Avec vous, toutefois, avec vos énergies et vos enthousiasmes, je suis absolument confiante que nous y arriverons. Je vous remercie.